on a le plaisir de recevoir Kali et Charlélie Couture. Merci d'être avec nous. Kali, auteur, compositeur, interprète, romancier et poète. Et vous venez de publier ce recueil de poésie. Ça s'appelle Éparpillé dans la collection Le Chant avec un T des possibles, et c'est aux éditions Invenit. Et Charlélie Couture, chanteur, musicien, compositeur, peintre. C'est génial, vous faites plein de choses tous les deux. Et auteur, et vous racontez votre histoire d'amour, parce que c'est une histoire d'amour, celle que vous avez vécue avec New York, dans New York Memories, et c'est paru au Cherche Midi. Vous deux, je le disais, c'est d'abord une histoire d'amitié. Vous êtes salués tout à l'heure, salut beau gosse, salut l'ami. Ouais. Ça fait longtemps que vous parlez comme ça, tous les deux on a commencé à se croiser au fil du temps. La première fois que j'ai rencontré Kali, j'avais fait un aller-retour pour venir faire un concert, je ne sais plus, c'était en Champagne. Ouais, c'est ça. Et je passais avant son spectacle. C'est la première fois qu'on s'est rencontrés, puis après on s'est croisés au Canada. Ouais, et puis après... C'était il y a longtemps ce concert-là dont vous parlez ? Une dizaine d'années peut-être. Ouais, une dizaine d'années, oui, c'est ça. Et là, alors comment ça a fonctionné entre vous ? Ça a tout de suite été... Il y a eu un petit déclic ? Il y a quand même faut savoir que, enfin voilà, moi Charlélie, c'est quelqu'un que j'ai dans le ventre et dans le cœur comme des millions de personnes depuis gamin. Et le croiser pour la première fois, c'est très très fort pour moi. Ouais, c'était fort. Donc après, de me dire que je ne me suis pas trompé parce que cet homme-là qui était dans ma chambre en musique et puis en poster, et de le voir en vrai avec sa gentillesse, sa grâce et cette amitié-là, ça me touche beaucoup en fait. Mais Kali, vous êtes assez fan dans l'âme parce que c'est pas la première fois que je vous entends célébrer vos inspirations musicales ou les gens que vous avez admirés. Le chanteur des Silencers, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'importance pour vous. Ouais. Charlélie Couture. Est-ce que vous, Charlélie Couture, vous avez aussi comme ça dans votre panthéon des artistes dont vous avez été fan et qui, comme Kali, ne vous ont pas déçu ? Disons, moi, j'ai l'habitude de me démerder tout seul et je me suis construit petit à petit en me trompant, en recommençant, etc. Mais je suis d'autant plus fidèle à mes amitiés. Et quand je deviens copain avec quelqu'un, c'est du vrai, c'est pas du bise. Donc, ce qui s'est construit avec l'amitié sincère qui s'est construit avec Kali, elle est venue d'une succession de rencontres qui sont faites dans des circonstances un peu différentes. Une fois, c'était un festival, puis après, une autre fois, c'était une signature de bouquin, et puis une autre fois, c'était chez Dick Garn, et puis une autre fois, c'était chez Poindron. Enfin. Et au Canada, ça se passe comment que vous vous rencontrez ? Parce que vous êtes tellement français pour nous, mais vous parcourez le monde, évidemment. Non, lui, il est mondial. Hein, oui, il est mondial, mais oui, mais là... Mais ça se passe comment, votre rencontre au Canada ? Vous faites quoi ? C'est pour un concert ? Vous allez au restaurant ? C'est dans le cadre des francophonies ou un truc comme ça. Mais cela dit, les heures auxquelles on s'est rencontrés faisaient qu'on a le droit d'avoir perdu la mémoire. D'accord. Voilà. C'était plutôt tard le soir. Il y a un côté festif tard, aussi. tôt, tard. C'est le jet lag. Bon. Alors, Charlélie, avec ce livre, vous refermez un long chapitre. Hein, c'est 15 ans. 15 ans, je suis parti pour 1 an ou 2. C'était vers 2004 à peu près ? C'est ça, l'installation s'est faite en 2004, je suis parti en 2003, et puis on pensait qu'on y resterait 1 an ou 2, mais en fait là on avait juste à peine fait que commencer à appréhender la ville, et du coup j'y suis resté 15 ans, oui. Ça a été un coup de foudre avec New York ? Le coup de foudre, je l'avais eu la première fois que j'étais allé à New York, c'est-à-dire 20 ans plus tôt, quand j'étais allé enregistrer Poème Rock là-bas. Et après, j'avais fait, comme beaucoup de gens, des allers-retours. Je m'étais installé pendant 1 mois, j'avais loué un appartement, etc., pour y peindre. Mais c'est pas la même chose d'y rester en vrai qui bouge, en 3D, avec tous les problèmes de la vie de tous les jours. C'est une ville qui a tenu ses promesses, parce que New York est un fantasme au départ, puis ensuite... Oui. On y vit. Est-ce que 15 ans après, vous estimez que la ville a tenu ses promesses à l'artiste que vous étiez ? 15 ans après, j'ai eu le sentiment d'avoir trouvé ce que je cherchais, des réponses aussi bien concernant l'art, la drogue, le sexe, l'amour, l'intelligence. Je sais pas, toutes ces choses-là, j'ai pu trouver des réponses parce que elles ne m'étaient pas fournies, mais parce qu'il fallait aller les chercher. New York est une ville de challenge et de défis, et donc si tu as le sentiment d'avoir un gros moteur sous le capot, tu
ça t'emmerde de laisser la bagnole au garage, quoi, si tu veux. Donc, Visiblement, vous avez un gros moteur sous le capot. c'est ce que vous nous dites. j'avais le sentiment que j'avais toute une énergie que j'arrivais pas à canaliser, si vous voulez, et ce qui fait que je suis parti à New York en me disant, si je veux savoir qui je suis vraiment, il faut que je rencontre des gens qui me préjugent pas. Voilà. Donc c'est une expérience rock, parce que quand vous dites Oui. le sexe, la drogue, il manque le rock'n'roll, vous l'avez pas cité, mais on y est, quoi. Il y avait la peinture parce que, aussi. effectivement, et puis particulièrement après la mort de Lou Reed, on s'est rendu compte que c'était vraiment un New York digital qui existe aujourd'hui, qui est très différent de celui qui m'avait fait fantasmer quand j'avais 25 ans. Et vous dites que vous avez énormément d'énergie sous le capot et que vous aviez un peu ce bouillonnement en fait. Et la première impression souvent qu'on a quand on arrive à New York, on arrive de JFK, on passe en taxi devant la skyline et on ressent cette énergie que donne la ville. Est-ce que vous aviez l'impression qu'en France, cette énergie, vous la trouviez pas ou moins ou peu? La France est un pays d'énergie, mais pas forcément les mêmes. L'Amérique est un pays pragmatique, un pays de fête. La France est un pays, on va dire, d'intelligence et de mots. Ici, j'écris beaucoup plus ici et à New York, je faisais plus d'images, si vous voulez. La France est un pays qui se régale d'elle-même. Les États-Unis se fixent des objectifs qui sont jamais atteignables. Vous dites que les Américains nous appellent les yes but, les oui mais. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette définition du français, oui mais? Ouais, bon, on pourrait les appeler les oui mais aussi, quoi. Ah oui. Donc, ouais, bien sûr. Donc, moi, je suis fasciné par ce que vient de dire, parce que j'ai vécu à New York moins de temps, évidemment, 4 mois, et je me suis rendu compte, évidemment, de cette ville qui bouillonnait partout et qui était folle. C'était merveilleux d'aller à Washington Square, écouter de la musique ou en faire, et puis voir ces gens jouer aux échecs, et puis après se promener. Quand on parle du rock, le CBGB, maintenant, c'est dramatique d'avoir fermé ce lieu culte quelque part. Ils vendent des fringues. Et, oui, ils vendent des fringues. Mais j'ai pu y aller, moi, une après-midi. Je sais pas, alors toi, t'as dû traîner le soir là-bas. Moi, j'ai pu y aller l'après-midi. Il y avait un gars qui rangeait les tables et les chaises. Et là, on renifle les Ramones, les Patti Smith, les Lenny Kaye. On renifle tout ça. C'est merveilleux, quoi. Parce que nos fantasmes, quelque part, sont agrippés. Enfin, je pense à cette ville-là, ouais. Mais vous racontez des scènes qui sont amusantes. Alors, par exemple, quand vous devenez ami avec une souris que vous appelez Miquette. Ouais. Bon, finalement, Miquette a mangé un petit peu des graines. Tant pis pour elle. Voilà, tant pis pour Miquette. Ouais. Et puis, vous parlez de cette traversée de Central Park. Ah oui, Mais alors là, c'est vraiment l'épopée fantastique. C'est pire que la traversée du Grand Canyon, votre truc, c'est là. un film de Carpenter. En fait, j'avais passé la soirée chez Chris Blackwell avec Michael Zilka, qui avait donc produit 20 ans plus tôt le disque Poem Rock. Et à la fin de cette soirée, où on avait le sentiment d'avoir encore des choses à se dire, on est parti à pied. Et lui, il avait son hôtel, le Carlyle, qui était de l'autre côté de Central Park. On se dit, on y va. Et donc, on commence à pénétrer dans Central Park. Et effectivement, les premiers mètres étaient éclairés, mais assez rapidement, ça ne l'était plus. C'est un coupe-gorge, Central Park. C'est connu pour les Américains la nuit, en tout cas. Ben, disons que si nous était arrivé ce qu'on craignait qu'il nous arrive, qu'il ne nous est pas arrivé, on peut être certain que les flics nous auraient dit bah, vous étonnez pas, quoi, vous êtes fait piquer aux affaires, mais qu'est-ce que vous foutiez là non plus? C'est interdit, normalement. Ouais. Et puis, il n'y avait pas ce qu'il y a aujourd'hui, les caméras qui quand même sécurisent le truc. Mais effectivement, une fois qu'on a été dans la forêt, si je puis dire, on ne voyait plus rien. Et là, il y avait des ombres et des menaces qui étaient à tous les détours. Vous croyez encore au rêve américain ou pas? Parce que quand on est ado et qu'on a des idoles et qu'on aime le rock, on regarde du côté de l'Angleterre et du côté des États-Unis, Et rarement beaucoup de la Suisse. d'Irlande. Et Il y a bon, plus voilà. de rock. Mais est-ce que ça existe toujours pour vous, finalement, avec le temps et surtout ce qui s'est passé aux États-Unis cette année et ces 5 dernières années, parce qu'il y a eu Trump, bon, voilà. Vous croyez toujours à ça ou pas? Moi, je Ça crois fonctionne. évidemment. Pour moi, ici, nous avons la Belgique, qui est, je trouve, fantastique au niveau de ce qu'ils reçoivent de l'Angleterre et qu'ils arrivent à transformer. On a que ce soit des groupes comme Deus, par exemple, on a des choses fantastiques qui arrivent de Belgique. Mais moi, je crois évidemment au rêve américain. Je suis un petit peu revenu le problème, c'est que dans mon petit village à Vernay-les-Bains, au sud de la France, on prenait des petites nouvelles des États-Unis et des groupes, on lisait une phrase, tel groupe a splitté ou alors tel groupe rentre en studio et on fantasmait là-dessus. Aujourd'hui, avec Internet, on y est là-bas, donc c'est un petit peu compliqué, quoi. Pour moi,
je suis moins dans le fantasme depuis que le pont Internet est passé, quoi. Mais Ça a démystifié les choses. Ouais, pour moi. Ouais. Le fantasme, on peut l'avoir toujours, mais si on est dans la microéconomie, si on est dans les médecines atomiques, si on est dans les startups, si tu es dans les jeux vidéo, oui, il y a encore un fantasme. Mais le fantasme de l'art, de la musique, je sais pas, du rock en l'occurrence, tu dis ça, oui, ça existe, mais comme il y a du folk, et comme il y a tout du blues à New York, mais c'est plus ça, quoi. Et le retour en France, alors ça fait quoi de revenir définitivement en France? Parce que ça y est, pour vous, c'est terminé, l'aventure américaine. Vous depuis le mois de novembre, j'ai rendu les clés. Donc Ah oui. j'ai essayé de tenir le plus longtemps possible, mais... Mais quand une histoire d'amour est terminée, à un moment, il faut la terminer. J'ai la double nationalité, donc j'y vais quand je veux, si je puis dire, et puis mes enfants aussi. Et donc, mais disons que une des grosses différences entre la France et les États-Unis, c'est la relation au présent. Aux États-Unis, le futur a plus d'importance que le passé. En France, le passé a plus d'importance que le futur. Et aux États-Unis, je me souviens d'une anecdote. J'étais revenu en France pour aller à Roland-Garros et j'y étais pas venu pendant 7 ans. Et je croise quelqu'un dans les couloirs qui me dit « Ah, t'es pas venu l'année dernière ». 7 ans, c'était résumé à 1 an. Et je rentre à New York et là, un copain m'appelle et il dit « Mais putain, mais t'es jamais là, j'étais parti 1 semaine ». Là, le rapport au temps est pas tout à fait le même, quoi. Et quand je suis revenu après 15 ans, j'ai rencontré des gens qui étaient très heureux de m'accueillir, mais comme si j'avais juste... j'étais parti à peine, quoi. Mais c'est marrant ce que tu dis, parce que nous, en tant que fans et en tant qu'auditeurs de Charles Lee en musique, quelque part, oui. On se disait, mais il est où? Il est à New York, quoi. Mais c'était pas... Voilà, pour moi, le fait... Maintenant, je sais que c'est 15 ans, j'ai lu le livre, je vois les choses, on en discute. Mais pour nous, c'était vraiment... il fait de la musique à New York, il fait de la peinture à New York, mais il est là, quoi. Enfin, c'était pas voilà. C'est marrant, c'est 15 ans... Alors que, par exemple, dans le même temps, à New York, j'avais le sentiment, au bout de 15 ans, d'avoir quasiment rien fait. Ouais. Et pourtant, Dieu sait que vous avez produit, on va voir certaines de vos productions. Alors, il y a effectivement ce livre, il y a des expositions à venir, etc. Ouais. Mais sur ce rapport au temps, on parlait de vos chansons. Et évidemment, quand on pense à Cali, alors chacun a sa chanson. Quand on pense à Charlie Couture, chacun a sa chanson. Mais ce sont souvent des classiques et des anciens classiques. Est-ce que ça vous frustre au bout d'un moment qu'on vous parle toujours de Comme un avion sans aile ou de C'est quand le bonheur? Est-ce que ça vous colle à la peau, vous avez envie de vous en débarrasser, ou vous vous dites ça fait partie de mon identité, c'est comme ça, c'est le passé, mais c'est aussi un peu de moi encore aujourd'hui? Moi, si pour parler de Charles Lee, encore une fois, de Comme un avion sans aile, c'est un hymne, on ne peut pas le savoir quand on le compose. J'imagine, oui. Mais c'est un hymne éternel. Et combien il y a de chansons qui sont grandioses, mais qui restent pour des générations, et pour tout le temps. C'est un standard, c'est presque un standard de jazz. Non, mais c'est ça. On écoute quelques notes, mais on peut discuter. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que j'en parlais à Charles Lee. Aujourd'hui, avec le gamin qui bosse avec moi, Augustin Chardet, nous allons reprendre cette chanson. Mais oui, mais parce qu'elle... Elle continue de vivre. Alors, si ça fait plaisir aux gens, j'en suis sûr. Mais nous, ça nous fait plaisir de le faire parce que voilà, c'est derrière un micro et chanter ça, pour moi, ça raconte beaucoup de choses. Et vous, la reprise, ça vous fait quoi de voir Cali J'ai été ravi d'avoir pu partager la scène avec lui il y a 2 mois, quand on pouvait encore... Partager la scène, c'est quand même assez fou parce qu'il écrit un poème dans la journée et puis le soir, on le joue ensemble, quoi. C'est-à-dire que c'est super. C'est un cadeau. C'est-à-dire que les gens qui connaissent Charles Lee et qui arrivent et qui voient un texte nouveau et puis ça a été mis en musique comme ça dans les loges et puis waouh, c'était super. Moi, c'était un cadeau, un vrai cadeau. Ouais. Alors là, c'est votre autre point commun, c'est cette faculté à écrire de la poésie. C'est ce que vous faites. Là, c'est carrément un recueil. Vous aviez écrit 2 romans précédemment. Ouais. Là, de la poésie, mais vous avez ressorti certains textes où c'était vraiment... Vous avez tout écrit... Enfin, ça s'est passé comment, la conception de ce... Non, moi, je suis très bordélique, en fait. C'est-à-dire que je perds beaucoup de choses. J'écris sur des cahiers d'écolier. Je peux retrouver des feuilles derrière un radiateur ou sous des livres où on me dit « Tiens, papa, on a trouvé ça, c'est quoi? Ah, c'était pas mal, ça, et tout. » Et j'en ai parlé... Vous ne jetez pas? Je perds. Est-ce que c'est la même chose ou pas? Il y a peut-être quelque chose de retrouver. Ouais, je perds les choses, beaucoup. Mais c'est pas grave. Je me dis, tout ça, c'est pas bien grave. Après,
une personne qui nous rassemble tous les deux, qui s'appelle Éric Poindron, qui me dit « Je suis sûr que tu écris des poèmes ». Je dis « Mais je pense que tout le monde fait ça, écrire des choses, des humeurs, des vibrations pour Ça se ne faire devient du pas bien. » forcément des poèmes. Non, mais Isabelle Moreau, vous écrivez Bah non, non, mais- c'est pas publié. et puis je lui ai dit, c'est éparpillé chez moi. Il m'a dit, mais tu as trouvé le titre, on va éparpiller. Donc il y a par exemple un poème qui est, je peux le dater, de 23 ans, parce que c'est sur la naissance de mon fils qui a 23 ans. Et puis il y a ma dernière petite, il y a des choses d'aujourd'hui. Et puis voilà, on a mis ça comme ça. Et puis ça m'a fait un bien fou, en fait, quelque part, de me dire... de livrer tout ça et surtout d'être supervisé par une personne comme Éric Poindron qui nous rassemble encore une fois. Qui est un poète. Hein. Bah, il écrit plus de 40 livres, s'il est considéré comme un des plus grands poètes français et qui m'a dit que du bien là-dessus, donc ça m'a fait du Et bien. est-ce qu'on écrit un poème de la même façon qu'on écrit les paroles de musique? Parce que quand on lit ce recueil, alors peut-être c'est parce que c'est vous qui l'écrivez, mais moi je ressens une forme de musicalité. J'ai presque envie que vous les chantiez, que vous les C'est jouiez gentil en ça, fait. merci beaucoup. Et qu'est-ce que vous ressentez en termes de musique par rapport au poème et par rapport à quand vous composez un titre? Ah bah justement, je me suis amusé à mettre 3-4 ébauches de chansons qui ont terminé par des... Parce que justement, je sais pas, Charles Elie, mais l'idée c'est on peut écrire quelque chose et on entend une musique directement dessus. Alors, parfois, il y a de la musique, on peut mettre des mots après, donc ça devient une certaine chanson, et parfois, il y a des mots, et la musique arrive, parfois tout arrive en même temps, ça c'est l'état de grâce, on peut aller embrasser quelqu'un dans la rue et pour rien, quoi, tellement on est heureux. Mais je me dis que quelque part, les poèmes ont cet avantage de laisser au lecteur sa propre musique. Et ça me touche aussi. Et en même Il n'est temps, pas guidé l'imaginer. par la nôtre, quoi. Et en même temps, il y a quelque chose qui vous rassemble tous les deux, qui est votre diction. Vous n'avez pas la diction de tout le monde. Vous avez tous les deux des accents. Vous avez un accent qui est un peu du Midi. Vous, Charles Elie, je ne sais pas d'où il vient Alors, il y a cet accent. Perpignan et Nancy. Hein, Mais bon, normalement. l'accent de Charles Elie, il se fige un peu dans cette chanson comme un avion sans aile et il le garde, il a sa diction à lui. C'est un point commun que vous avez tous les deux. C'est la façon de dire les mots sans essayer de parler parisien, de parler comme ceci, sans affectation. D'où ça vient, ça, d'ailleurs? Je sais pas, on parle de voix autant que de... C'est pas souvent qu'on parle de l'articulation. Si, moi, au départ, ce que je sais, c'est que je m'efforçais de timbrer ma voix de façon à ce qu'elle soit distincte, vu qu'il y a quand même pas mal de mots dans mes chansons. Ouais. Et pour qu'elle se confonde pas avec les basses fréquences de la basse ou du pied de grosse caisse, j'avais souvenir d'une interview que j'avais faite avec une interview avec une journaliste en Asie, et je lui avais demandé, moi, quand je vous entends, c'était à Hong Kong, et quand je vous entends, moi, dans ma tête, dans mes oreilles, ça fait et vous, quand vous m'entendez, ça fait quoi? Et elle me fait, vous, ça fait glou, 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 glou. Et je me dis, mais en fait, c'est ça, c'est les diphtongues muettes qui font la particularité du français. D'ailleurs, quand les Québécois chantent sûr. français, ils en font des kilos de Et- goût. et- C'est incroyable le changement Mais de ouais, bien diction, là, en sûr. l'occurrence. Non, mais Il y a quelque chose d'imitateur. ils ont des voix très particulières. Et Cali, vous, cet accent du Midi, est-ce qu'on vous l'a envoyé à la figure à certains moments, quand vous avez commencé dans la chanson, vous avez dit, bon, l'accent, il faut Non, pas le moi, travailler. on a quand même un bouclier qui s'appelle Francis Cabrel, quoi. Ouais. C'est un moment, on se dit, bon... On peut toujours le brandir devant soi. Non, mais Oui. après, ce qui est vrai, c'est que ce que dit l'idée d'avoir quand je suis chez moi, au bout d'une semaine, j'ai vraiment l'accent de chez moi, du Sud. Et quand je chante, naturellement, je pars un petit peu sur autre chose, mais c'est mélangé avec cet accent-là, et ça donne peut-être ça aussi. Mais ce qui me fait beaucoup rire, ou pas trop rire, en fait, c'est quand on voit sur Internet les personnes qui disent si vous voulez trouver les paroles de telle chanson de Cali, vous tapez et vous avez la chanson. Mais en fait, ils s'embêtent pas. Ils prennent la chanson et il y a un dictaphone ou je sais pas quoi. Oui. Donc avec mon accent, il n'y a que des choses fausses dans la chanson et je le ressens là. ouais. Ah oui, oui. C'est-à-dire que si vous trouvez une chanson de Cali, là vous regardez, moi je rigole jaune. Ah, Siri vous trahit. Évidemment. Les Parce logiciels qu'avec, de reconnaissance évidemment, vocale vous Je suis trahissent. persuadé que si j'étais peut-être de Bourges avec l'accent parfait, on va dire que c'est là, Oui. peut-être. Là, il reconnaître précisément les mots. Parce que Précisément. là, ça tombe Là, il y a des choses. Ouais, ouais, ouais. Moi, je me souviens d'une fille qui disait, qui vient me voir et puis qui me dit, oh, Charles Elie, j'adore votre musique. Et ça fait comme un avion sans aile. Merde. Ah d'accord. Les Anglais. Oh, merde.
Mais dans son oreille, c'était un compliment. Bon, Comme mais quoi, moi, je bon. m'entends pas comme ça. Je fais Non, comme- mais on ne vous entend pas je comme ça suis. non plus, normalement. Alors, on peut vous entendre et puis on peut aussi vous voir avec toutes vos œuvres de peinture. Il y aura des expositions, je le disais, alors quand ça rouvrira, on espère le plus tôt possible, à la Maison des Douanes à Saint-Palais-sur-Mer, et puis une autre qui est consacrée à Rimbaud pour les 150 Ouais, ans c'est ça, ouais. de Rimbaud au musée de la Chartreuse à Douai. Pourquoi avoir choisi de peindre le Rimbaud que vous imagineriez être aujourd'hui? Et pas moi, mais disons qu'en fait, il y a une dizaine de photos de Rimbaud qui sont connues. C'est toujours les mêmes qu'on représente et il est toujours habillé de la même manière. Or, en fait, ce qu'il incarne, et si Rimbaud fait encore rêver aujourd'hui, au-delà de son immense talent et de l'invention qu'il y avait dans sa poésie et sa manière d'écrire, c'est le rôle de poète marcheur, voyageur et en dehors fugueur, rebelle, enfin, etc. C'est l'invention de la auquel- jeunesse aussi, Oui, Rimbaud. et c'est ça, Oui. auquel beaucoup de jeunes aujourd'hui pourraient s'identifier. Sauf que avec cet habit, ces habits qui sont ceux de son époque, c'est difficile de s'assimiler. Donc je me suis amusé. Vous l'avez looké. Voilà, à dire qu'est-ce qui se passe quand on prend la tête et on la morphe sur un Et personnage ça donne de d'aujourd'hui. très très belles peintures. Rimbaud au Panthéon, c'était une hérésie pour vous? Rimbaud en couple. Oui, Avec Verlaine. alors c'est le côté couple qui était seulement d'une époque. Enfin, moi, Très réducteur, quoi. C'était très. Oui, c'est ça, absolument. Oui, pourquoi pas, mais non. Mais ce qui est fou sur Rimbaud, c'est dans une énergie, c'est quoi, entre 15 et... Il a écrit quoi Avant 20 ans, l'essentiel. 15 et 18, c'est ça. ans, ouais. Donc c'est une énergie crachée. Après, il y a eu le reste de sa vie, mais enfin, ce qu'on retient, c'est ça, quoi, en fait, quelque part. Et surtout le reniement. Ouais. C'est-à-dire le reniement. C'est-à-dire que Rimbaud, il a ses aventures avec le Parnasse à Paris et tout ça. Il vient à Paris, il fait ses poèmes. Et puis à 25 ans, c'est cuit, quoi. L'histoire des cahiers de Douai est typique. Il écrit ces cahiers-là à la fois sur la route quand il part de Charleville pour aller à Douai. À Douai. Et il écrit ces deux cahiers-là qu'il a l'intention de faire éditer. Et puis il les laisse chez un imprimeur. Et puis l'imprimeur n'imprime pas le truc. Et quelques années après, il téléphone à foutez-les en l'air, ça n'a aucun intérêt. Et heureusement, l'imprimeur ne le fait pas. Et puis après, ça Ne l'a pas jeté. Il ressemble à Hugh Grant un peu. Rimbaud. Ah, c'est marrant, je me suis fait la même réflexion. Il y a quelque chose. il y a quelque Et d'un chose. jour sur l'autre, il était différent. C'est hein, un tu BG, sais. c'est un BG. Non, mais c'est merveilleux. Mais c'est marrant ce qu'on dit, ça, sur retrouver des textes qui auraient pu passer comme ça. On va peut-être retrouver certains de vos textes que vous aurez cachés derrière un radiateur dans votre maison. J'en suis sûr, mais tellement sûr. mais Schubert, par exemple, aujourd'hui, on retrouve des partitions de Schubert. Mais parce que Schubert se promenait, il allait dans des maisons, il était hébergé, il y avait un piano, il composait. Et il laissait les partitions là. Donc aujourd'hui, on peut retrouver des partitions de Schubert dans des maisons. Voilà, c'est pour ça qu'on retrouve encore des. C'est merveilleux parce Ah, ça, Schubert, oui, parce ça- qu'il y a encore des choses à découvrir peut-être quelque part. Quoi. Ça me touche à fond.